Chaque mardi soir de 22h à 23h, branchez-vous sur le FM 103.3, la radio allumée, et embarquez avec nous pour une heure 100% dédiée au camionnage. Carl Beaulieu et moi-même, Francis Tremblay, vous plongeons au cœur de l'industrie avec des analyses percutantes, des invités de marque et des discussions sans détour sur les enjeux du transport. Actualité, tendances, défis, on en parle avec ceux qui font rouler le Québec. On the Road Québec, le show des camionneurs, chaque mardi 22h au FM 103.3. Soyez au poste et restez sur la route avec nous. Il est temps de faire confiance à votre huile moteur avec la gamme Rubia de Total Énergie. Produit de première qualité fabriqué au Québec, testé et approuvé plus de 200 fois par les principaux constructeurs de véhicules lourds, la gamme Rubia offre jusqu'à 76% d'amélioration contre l'augmentation de la viscosité de l'huile, une économie de carburant pouvant atteindre 3% et peut vous aider à atteindre un intervalle de vidange d'huile prolongé. De plus, Total Énergie propose un outil de maintenance préventive et un système de gestion de flotte appelé Lab Service. Si vous souhaitez réduire le temps d'immobilisation de votre flotte, augmenter la durée de vie de vos véhicules, optimiser votre maintenance et réduire au final votre coût total de possession, appelez Pierre-Charles Derry de Total Énergie au 514-591-5410. Ne manquez pas très bientôt les capsules informatives avec Burroughs Courtier d'assurance. Nous tenons à les remercier d'ailleurs d'être partenaires officiels du podcast Down the Road Québec. Vous pouvez les contacter, allez sur leur site internet au burroughs.ca. Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à On the Road Québec. Un plaisir de vous voir cette semaine. Mon chum Francis est encore en Californie. Il est rendu californien. Là. En fait, ça mène mettre des photos sur la beach. Je sais pas si on va la revoir un jour, si on commence à s'ennuyer. Fait que, on va avoir un beau podcast aujourd'hui. Je suis vraiment content. Je voudrais commencer pour remercier tout le monde qui est venu au Salon d'emploi à la Prairie. C'était vraiment le fun. Les entreprises, les gens qui sont venus. C'était wow, merci beaucoup. Merci à toute l'équipe qui travaille derrière nous autres. Je les nommerai pas toutes parce que la gang est trop grosse puis je vais pas nous oublier. Merci de tout le monde. Merci aux commanditaires qui ont participé, aux gens qui sont venus à la salle Embassy au golf de la Prairie. Là, vraiment, merci à tout le monde. C'était vraiment ça coche. On a vraiment apprécié. Là, on se donne un autre rendez-vous en avril à Laval. Pas en avril, excusez, je recommence. Au mois de novembre à Laval. Fait que d'ici à ce temps-là, on va prendre une pause, on va relaxer, on va recharger les batteries. Et en plus de ça, je prends une seconde pour remercier pour l'application, pour les téléchargements de l'application. J'ai parti ça avec Francis. Encore une idée de fou qu'il m'a passé dans la tête, que j'avais vu il y a une couple d'années dans un passage dans mon ancienne vie du côté de l'Europe. Mais je pensais pas que ça allait télécharger autant que ça. Fait qu'un gros merci à tout le monde qui la télécharge. Et préparez-vous dans les prochaines semaines. On est en train de tout mettre en place pour avoir les alertes. Je tiens beaucoup à ça. Francis aussi. Fait que Michael puis Mélanie sont en train de finir de nous créer ça. Puis il va y avoir les employeurs privilèges là-dedans. Il va tout avoir. Fait que merci. Mais si vous voyez des choses qui vous agacent, des choses que vous trouvez pas correctes, OK? Parce que ça arrive, là, on est des humains, ça arrive qu'on fait des erreurs. Fait que écrivez-moi, écrivez à Francis, écrivez à Michael pour corriger puis améliorer encore parce que ce n'est que le début de l'application. On va arriver encore avec plein de choses. Merci, un gros merci aussi à tous les gens qui achètent notre linge. Là, regarde, j'ai un beau gilet aujourd'hui. Je suis tout beau comme un cœur. Nouvelle calotte en plus. Un peu de cheveux blancs, mais le reste, ça va bien.
Fait que merci tout le monde. Aujourd'hui, je rentre dans le vif du sujet. C'est Éric Portalance, notre chum Porto, qui me dit invite ce gars-là, il y a quelque chose de spécial. Puis ça fait une demi-heure qu'on parle à l'extérieur du studio ensemble. Puis je pense qu'on va avoir un podcast qui va être excellent, qui va nous emmener ailleurs, qui va nous montrer un autre côté du transport. Je vous présente Jean-François Bouc. Bonjour Jean-François. Bonjour, ça va bien? Très bien. Yes. Toi, tu travailles sur la firme d'ingénierie Hatch. Oui, moi je travaille chez Hatch. Hatch, c'est une firme d'ingénierie mondiale qui est présente essentiellement dans le secteur des mines, énergie, infrastructure, partout dans le monde, puis très, très présente au Québec depuis plusieurs années. Fait que je suis bien content d'être ici aujourd'hui pour te partager ma passion du transport puis de la logistique, mais dans un contexte de grand chantier de construction. OK. On va partir, Jean-François. Je peux t'appeler Jeff? Oui. OK. On va partir de... Tu pars de où, toi? Moi, je veux connaître la personne derrière, de où est-ce que tu es rendu. Tu es un gars de où? Tu es natif de... Ton background un peu. Je veux connaître ton background. Ben moi, je suis natif de Port-Cartier, c'est à Côte-Nord. Oh boy, OK. Oui, Port-Cartier Beach, comme on dit en bon français. Puis, j'ai grandi là. J'ai grandi à Port-Cartier. J'ai commencé à m'intéresser beaucoup au transport. Moi, quand j'étais jeune, mon père il était directeur d'une réserve phonique. La réserve phonique, c'était le Port-Cartier. Je suis pas mal certain qu'il y a des auditeurs qui connaissent un des meilleurs spots au Québec pour la pêche, pour la chasse. Puis, quand j'étais jeune, étudiant, j'allais travailler pour mon père. Puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à m'intéresser, le transport, les trailers, l'organisation, comment les choses sont organisées, si tu as une pelle mécanique à aller porter quelque part, comment que ça fonctionne, toutes ces choses-là. Fait que de fil en aiguille, quand on est en secondaire 5, il faut éventuellement, en secondaire 4, 5, il faut choisir un peu... Trouver quelque chose. Où est-ce qu'on va s'en aller dans notre carrière future. Fait que mes parents m'avaient parlé de ça, de la logistique du transport. Puis là, tabarnouche... Je regardais ça. Moi, je me voyais pas tant médecin, évidemment. J'étais pas l'étudiant le plus assidu. J'étais quand même pas si pire. Puis, j'avais de la misère à concevoir qu'est-ce que je voudrais faire. Puis quand j'ai vu ça, un programme logistique du transport à l'Institut maritime du Québec. À Rimouski? À Rimouski. Oh boy, OK. Oui. T'as pris le bateau, toi, là? T'as pris le Camille Marcoux. Hein? Moi, je l'ai pris 2 fois. J'étais malade 2 fois. Fait que... Hey, ça brassait dans le temps, le Camille Marcoux. Fallait que tu sois fait fort. Ah ouais. Fait que, non, de fil en aiguille, j'ai étudié à l'Institut maritime du Québec en logistique. Vraiment apprécié mon passage. C'est une des premières cohortes, dans le fond, qui avait cette formation-là. Puis, on est dans les premiers qui sont arrivés sur le marché, qui avaient essentiellement étudié dans ce domaine d'activité-là. Fait que moi, j'ai toujours été... ma conjointe dit que je suis un truck enthousiasme. J'aime bien les trucks, j'aime le transport. J'aime les transports hors normes, tout ce qui a trait à la logistique. Tout ce qui n'est pas normal. Tout ce qui sort d'ordinaire. Puis, tu sais, quand... pendant les premières années de ma carrière, dans le fond, si on fait un petit retour en arrière, moi, j'ai travaillé pour des transitaires internationaux. Au début de ma carrière, j'ai travaillé chez une compagnie qui s'appelait Omnitrans. OK. Après ça, j'ai été 7 ans chez Transport Saint-Lambert. Transport Saint-Lambert, compagnie que... C'est là que tu as connu notre chum Pierre Chaput. Oui, Pierre Chaput, c'est lui qui m'avait... Sais-tu quoi? C'est lui qui m'avait booké avec Barbara Quentin à l'époque, qui était la directrice. Qui t'avait placé là? Oui, puis j'avais rencontré Barbara, puis elle m'avait engagé. J'étais là pendant plusieurs années. Je te dirais que la façon que j'opère aujourd'hui, ma méthode de travail, j'ai tout appris avec eux autres, là, avec Barbara, avec Jacques Auclair, avec Éric Bédard, Kim Noël. Des gens qui m'ont dit beaucoup à comment organiser du transport, comment se débrouiller quand on est mal pris. Moi, j'ai été répartiteur, j'ai fait du courtage, on a fait de la vente, on a fait de... T'as fait à peu près n'importe tout. Exactement. Puis, c'est des belles années. C'est quoi? C'est drôle, hein? Je rêve encore des fois que je travaille là. Puis ça fait longtemps que je suis parti en 2011, je pense. OK. Puis t'es parti de là pour t'en aller? Bien, là, dans le fond, c'est ça. Moi, à l'époque, j'avais été sollicité par Hatch, la firme pour laquelle je suis actuellement. J'ai travaillé pour eux autres longtemps. J'ai pris une petite pause, puis je suis revenu. OK. Mais j'avais toujours eu... avec Transport Saint-Lambert, on avait une niche de clients qui était vraiment axée sur les projets,
le transport plus spécialisé, des General Electric, des Hendritz, des bombardiers de transport. Puis moi, j'étais souvent appelé à travailler sur ces types de voyages-là, avec ce type de clientèle-là. Puis, je me disais, wow, ça sort de l'ordinaire, chaque voyage est différent. C'est pas routine. C'est pas routinier, ça prend une planification un peu plus élaborée. Puis là, à l'époque... C'est pas du LTL, là? Ou... C'est pas un 2 drops dans le Connecticut. Ouais, Comme Éric Portalance, on faisait souvent des farces, moi puis lui, là-dessus. Puis, toujours est-il que, j'ai commencé à dire, tabarnouche, moi, je me verrais travailler pour des firmes de génie, des compagnies de construction. Puis, à ce moment-là, j'ai un de mes amis, Patrick Gagnon, qui m'a contacté. Puis il m'a dit, tu devrais venir à Montréal. À l'époque, Transport Saint-Lambert était... d'ailleurs, ils sont encore là, à Saint-Romuald, à Québec. Ouais. Fait que, de fil en aiguille, ça te tenterait-tu d'être un coordonnateur de logistique dans une firme de génie conseil? Puis là, je me disais, je sais pas trop... je sais pas, je vais être capable. Puis là, t'es déménagé. Moi et ma conjointe, on a vendu notre maison à Québec. On a déménagé à Belleuil. J'avais déménagé à Saint-Amand, moi. J'avais jamais été là, on passe en avant. T'es-tu encore là? Je suis encore là, oui. OK, plus belle ville. Ça. Moi, j'adore Belleuil. Ce secteur-là, je fais une petite parenthèse, ce secteur-là de Montérégie, moi, j'adore. Les gens sont gentils, c'est tranquille. Le trafic pour aller à Montréal, c'est quand même pas si pire. Le transport Jeff, en commun. Y a-tu quelqu'un? Y a-tu une place qui n'a pas de trafic? Il y en a partout. Là. C'est ça. Même à Québec, il est rendu qu'il y en a. Fait que, non, on aime bien Belleuil. Fait que, moi, je commence chez Hatch, un peu, crime, comment ça fonctionne. Puis, tu sais, quand on parle de la logistique, généralement, on va avoir... je te donne un exemple. Canadian Tire, ils ont des gens dédiés à la logistique. Ouais. Les conteneurs qui viennent de la Chine, le camionnage. Dans une compagnie de construction, de firme de génie conseil, dans un contexte plus d'exécution de projet, la logistique est vraiment exécutée de façon différente. Puis, évidemment, c'est une roue que tu inventes au début d'un projet de construction. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a fasciné parce que, je te donne un exemple. Le premier projet que j'ai fait, c'est une aluminerie au Saguenay-Lac-Saint-Jean, AP60 phase 1 pour Rio Tinto. Fait que quand tu commences un projet de même, il faut qu'il y ait l'ingénierie qui soit faite. Donc, la firme de génie fait l'ingénierie de détail du projet. Donc, à quoi va ressembler l'usine, c'est quoi les équipements. Par la suite, l'équipe d'approvisionnement, elle doit acheter tous ces équipements-là au Québec, au Canada, dans certains cas à l'extérieur du pays. Puis, l'équipe logistique, nous, on doit ramasser tous les équipements. Puis les monter là-bas. Les livrer au chantier. Ça veut dire que tu t'occupes de trouver les transporteurs. Exactement. Que ça prend pour monter la machinerie là-bas. Les bons transporteurs, des fois, on a des transitaires aussi, on a des courtiers en douane. On peut avoir des transporteurs hors normes aussi quand on a des grosses cargaisons. Fait que cette dynamique-là, moi, j'ai capoté quand j'ai commencé ça. Ça t'a attaché là-dedans. J'ai dit, moi, c'est ça que je veux faire. C'est pour ça que j'ai été mis sur la planète Terre. Ah, ouais? OK, c'est une vraie passion. Là. C'est une révélation. Puis, tu sais, j'en parle des fois avec des amis. Moi, j'écoute des vidéos de Mammouth, puis de Watson, puis de Transport Bellemare, de Gros Voyages. Tu sais, c'est quelque chose que j'adore. Puis, de travailler là-dedans. Puis, tu sais, moi, je suis quelqu'un de... J'aime bien faire quelque chose qui est important dans la vie. Tu sais, moi, je pourrais pas, par exemple... je pourrais pas te mettre... Puis je donne un exemple, c'est pas péjoratif, mais tu sais, je pourrais pas être au gouvernement et faire ma petite affaire de 8 à 5. Moi, j'ai besoin... Parce que tu recommencerais la même chose en demain. C'est ça. Moi, peut-être un an après, tu recommenceras encore la même chose. C'est ça. T'sais, moi, je veux contribuer... À la société. Oui, je veux contribuer à la société. Je veux contribuer à des affaires importantes. Puis, quand on parle de projets de même. Fait que c'est ça, de fil en aiguille. J'ai été 5 ans chez Hatch à mon premier séjour. J'ai fait plusieurs projets. J'ai fait, comme je te disais, la luminerie à Jonquière. J'ai fait un projet en Saskatchewan. J'ai fait un gros projet. Ça, tu vas trouver ça hot. J'ai fait un gros projet dans les territoires du Nord-Ouest. Une mine de diamants à 300 km au nord de Yellowknife. Puis... Y as-tu été? Oui, j'ai été. Moi, j'étais à Yellowknife, j'étais responsable de la route de glace. On avait une route de glace. Ah ouais? Oui, pour... dans le fond... la majorité des équipements ont été expédiés à Yellowknife. On avait des cours où on entreposait tous les équipements. Puis, le 1er février, la route de glace ouvre.
La grosse année qu'on a eue, 2015, si je ne me trompe pas, 2015, on a fait 2200 voyages livrés au chantier en 50 jours. Fait que j'avais... T'as pas le temps de niaiser, là. Il n'y a pas de... Non, il y a pas... Mais c'est toi qui trouvais les transporteurs pour faire la route d'Atlas? Bien, on avait des transporteurs avec lesquels on est allé en appel d'offres, mais il y avait essentiellement 2 transporteurs qui étaient présents à l'époque là-bas. OK. Nous, c'était vraiment la coordination de dire, bon, aujourd'hui, c'est tel voyage. On Par envoie les rapport que là-bas, c'est ça qu'ils veulent aujourd'hui. au chantier, ouais, ils sont prêts à recevoir ça. Les downs sont set-upés. Puis moi, ça me travaille un peu la route d'Atlas. Du point A, du départ, à aller au chantier, c'est combien de temps? Si je me souviens bien, là, c'était 13-14 heures. Hein? Oui. Puis ils font combien de temps sur la route d'Atlas? Ils font combien de temps sur le lac? Ben, ça va dépendre, mais je te dirais que les émissions qu'on a vues à TV, c'est très romancé. Il n'y a pas de gars qui sont dans des situations périlleuses. Puis, de façon générale, là, il n'y a pas de gars qui tombent, là. Non. La vitesse est très basse. Fait que, les gars, ils roulent vraiment pas vite. Fait que tu pars de Yellowknife, là, tu vas avoir des portages. Fait que c'est comme des espèces de petits chemins qui sont entre les lacs. Quand tu es sur un lac, tu peux faire, je te dirais, plusieurs minutes, d'après moi. Là, je me souviens pas par cœur. Moi, je l'ai fait une couple de fois en pick-up. Là. Ouais. Puis c'est vraiment intéressant. Mais je te dirais, qu'est-ce qui est le plus frappant, c'est quand tu arrives au nord, eux autres, ils appellent ça la tree line. Donc, c'est l'endroit où il n'y a plus d'arbres. Tu es tellement rendu loin dans l'Arctique, exactement. Là, un moment donné, moi, je me souviens, j'étais monté en pick-up, justement. Puis là, je me disais, j'ai comme 2 minutes, j'ai dit, tabarnouche, hey, s'il m'arrive de quoi, là? T'es loin, là. Je suis loin en tabarnouche. Tu sais, puis là, je reste là. À un moment donné, j'ai comme repris mes sangs, puis il faisait fret en calvasse. Je te dirais, là, moins 30, moins 35, c'était des, là. Fait que ça, c'était vraiment un beau projet. Puis ça sortait un peu des sentiers battus parce qu'on avait beaucoup de stocks qui venaient du Canada, des States puis de l'étranger. Puis on avait eu deux gros crunchs. Fait que livrer tout le cargo à Yellowknife. Puis par la suite, tout acheminer le cargo au chantier. Puis on avait vraiment une très, très, très bonne équipe. Puis c'est un projet d'ailleurs que notre firme, on a reçu beaucoup de prix à ce sujet-là. Puis je t'enverrai les liens de ça. Ah oui, c'est quelque chose. Puis moi, j'avais jamais été là de ma vie à Yellowknife. C'est-tu le plus gros que tu as fait? En frais de volume, c'est pas le plus gros. Moi, j'ai une expérience variée. Fait qu'après mon premier séjour chez Hatch, je suis allé faire des mandats. Dans le jargon, on appelle ça quelqu'un qui est freelance. Fait que j'ai fait, on en parlait tout à l'heure, j'ai fait un projet d'échangeur de Turcot. Ah, ben oui, ça, j'ai hâte. J'ai hâte d'en parler. Fait que, tu sais, le projet de l'échangeur de Turcot, le grand défi, c'était pas un défi logistique à la même hauteur que ce que je viens de te parler, parce qu'on n'avait pas tant, mettons, des pièces hors normes, des machines. C'était vraiment du gros volume. Essentiellement, qu'est-ce qu'on livrait à l'échangeur de Turcot? On avait des agrégats, de la garnotte, en bon français. On sortait de la terre contaminée. On avait des éléments structuraux pour des beams, si on veut, pour faire l'échangeur. Mais la grande complexité de ce projet-là, c'était de construire un échangeur en dessous d'un échangeur existant, puis de décommissionner les bretelles une par une. Puis on avait vraiment une grosse équipe logistique parce que, justement, il fallait gérer tous les camions qui entraient, qui sortaient, les livraisons d'agrégats, comme je parlais tout à l'heure, la coordination avec les gens, puis les citoyens qui restent aux alentours, puis la circulation qui est live. Hein? Fait que, tu peux pas bloquer, là. Tu peux pas bloquer, puis si tu bloques, le client, c'était le ministère des Transports, puis, tu sais, eux, ils devaient maintenir la circulation comme active. Fait que ça a créé beaucoup de soucis. Puis, tu sais, on avait des volumes, là, c'était pas rare, des 200-300 camions par jour qui venaient livrer. Puis, tu sais, quand tu charries de la garnotte, justement, les camions font plusieurs voyages par jour. Puis, il y avait certains enjeux qui faisaient en sorte qu'on n'était pas capable d'avoir tout le temps le nombre de camions qui étaient requis. Fait que l'organisation pour laquelle je travaillais à l'époque avait décidé d'acheter leurs propres camions. Fait que là, on avait des camionneurs CCQ, parce que quand tu fais de l'interchantier, donc quand tu transportes d'un point A à un point B au Québec... Je ris, mais c'est pas drôle. C'est des gars CCQ qui font ça, des conducteurs de camions classe A ou classe 2A. C'est facile à gérer? C'est des gars qui ont l'ouvrage à cœur, mais c'est sûr que quand tu as un gros volume de camionneurs de même, mais c'est ça, il y a... comme dans n'importe quelle entreprise, il y a des petits soucis à l'occasion. Mais de façon générale, ça s'est bien passé parce que les gens avaient vraiment à cœur
je te dirais, le travail qu'on faisait. Puis, tu sais, même moi, je repasse souvent à l'échangeur de Turcot, puis je me dis à mes enfants, tu sais, moi, j'ai travaillé ici, puis on a travaillé fort. C'est une fierté d'avoir travaillé. C'était un projet qui avait duré combien de temps, Jeff? Moi, mon assignation là, a duré 2 ans. Mais c'est un projet qui a duré certainement 5 ans. Là. C'était 5 ans, hein? Ouais. Puis t'as pas eu la chance de travailler sur le pont Champlain? Non. J'ai beaucoup d'autres de mes amis. Là, on est une petite communauté de gens qui font la logistique dans un contexte de construction. J'ai beaucoup d'amis qui ont travaillé au pont Champlain, mais moi, j'ai pas travaillé. Mais c'est drôle parce que le chantier de l'échangeur de Turcot arrêtait au début du chantier du pont Champlain. Ouais. Parce que le pont Champlain, eux autres, bon, il y avait évidemment le pont à construire, mais il y avait des infrastructures autoroutières qui venaient se connecter sur le tronçon d'échangeur de Turcot. Puis, c'est sûr qu'on avait une petite compétition entre les deux projets. Non, c'est ça. Vraiment une belle camaraderie, mais tu sais, on se voyait, mettons, regarde, ça, c'est des gars qui travaillent au pont Champlain. Nous, on est à l'échangeur de Turcot. Puis, on comparait beaucoup, je te dirais, les deux projets. Mais c'était deux, tu sais, les gens n'ont pas conscience de ça, mais ça a été 2 projets extrêmement majeurs dans un environnement comme pas tellement loin l'un de l'autre. Moi, je retournais à Belleuil des fois, là, je partais à 4 heures, là, puis c'était pas rare 2 heures à retourner. Là. C'était quelque chose, sans joke. Là. Mais je regarde, tu sais, moi, je suis vraiment fier là, de ce qu'on accomplit en frais de construction au Québec, puis même au Canada. Puis, tu sais, bon, c'est sûr qu'il y a toujours du chiolage, mais je regarde ces 2 projets-là en particulier. Là, mais là, c'est 2 projets qu'on voit rien, on voit pas de problème. C'est pas le REM, là. On s'entend? Oui, exactement. Fait que, c'est le REM parce que là, je pense que ça va pas bien. Je sais pas, exact, là. Moi, j'ai travaillé, c'est ça. Tu as travaillé au REM? Moi, j'ai travaillé 3 ans au REM dans des fonctions quand même assez similaires à ce que j'ai fait à l'échangeur de Turcot. OK. Je te dirais qu'on n'était pas tant impliqué, par exemple, dans tous les systèmes de conduite de train. Nous, c'était vraiment tout ce qui était l'infrastructure ferroviaire, les stations, le génie civil. Puis encore une fois, moi, c'était livraison de tout ce qui était les équipements, livraison de la garnotte encore, parce que pour un chemin de fer comme ça, il en rentre beaucoup de la garnotte. Mais peut-être que tu sais pas, ou tu sais, ou peut-être que tu ne veux pas t'avancer. Qu'est-ce qui fait, puis je ne sais, c'est peut-être pas dans ton créneau, mais je m'essaye dans ma question. Qu'est-ce qui fait que le REM, aujourd'hui, a des problèmes comme ça? C'est pas, hein? Je le sais pas, honnêtement. Puis, tu sais, moi, ça me fait de la peine parce que, tu sais, moi, je le prends quand même assez souvent pour aller au centre-ville. OK. Puis, j'étais quand même assez chanceux, honnêtement. C'est rare que j'ai resté pogné dans... Tu sais, je te donne un exemple. J'ai des amis, pour une raison inconnue, tout le monde débarque à l'île des Sœurs, tout le monde est pogné là. Moi, j'étais chanceux. J'ai pas tant éprouvé, mais tu sais, je ne sais pas à quel niveau la problématique se situe, honnêtement. J'imagine que c'est au niveau des aiguillages ou des systèmes, mais je demeure convaincu qu'ils vont trouver une solution. Mais c'est sûr que d'une perspective des utilisateurs, puis je vais donner un exemple. Là. Moi, mettons, je débarque à la station de l'île des Sœurs, je suis mal pris, je vais me coller un Uber, je vais retourner à Belleuil, puis je vais être fâché. Mais tu sais, il y en a qui... C'est vital pour eux autres, puis ils peuvent pas dire, je vais me coller un... Parce qu'ils n'ont pas l'argent. Ils n'ont pas l'argent pour faire ça. Fait que, tu sais, je veux dire, puis là, les autobus sont plus là, mais... Moi, je suis quelqu'un qui est optimiste dans la vie, puis j'ose espérer qu'il va avoir... une solution qu'il va trouver. Mais, puis, tu sais, ailleurs dans le monde, est-ce que ces types de projets-là ont connu des problèmes en mise en service? Je ne sais pas, je connais pas tant ça, mais je le vois comme tout le monde. Puis, il y a des problèmes. C'est plate un peu, Oui, c'est parce que qu'est-ce qui est tannant pour le monde, c'est parce que, tu sais, c'est les taxes, puis là, le monde, le service n'est pas là. Fait que ça tanne bien les gens de voir, on a donné des taxes, donnez-nous un service qui fonctionne. Fait que je le comprends aussi, parce qu'on vit pas ça, on n'a pas vécu ça avec le pont Champlain. Puis avec l'échangeur de Turcot, là, ça va super bien. Il y a toujours le tunnel qui étire, puis qui étire, puis qui étire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font dedans, là. J'ai passé l'autre fois. C'est quelqu'un qui peut me répondre, me dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi qu'ils ne le roulent pas. Là, je vois à l'extérieur, du côté de la Rive-Sud, ils ont tout ôté blocs, là, tout est clean, mais pour moi, il y a quelque chose qui se passe en dedans parce qu'il n'y a rien qui se passe, là. Tu sais, à un moment donné, c'est sûr que les gens qui ont fait 1 heure et demie pour traverser, ils arrivent au bord, ils ne voient pas ça. C'est quelqu'un qui peut nous dire qu'est-ce qui se passe en dedans, ça serait le fun de voir parce que là, on veut passer à la 2e étape, là. Je pense que oui. Puis ça, c'est un bel exemple, puisque c'était à l'époque. Puis moi, j'ai une passion aussi à l'extérieur de ce qu'on se parle là. Moi, les projets de construction passés m'intéressent beaucoup. Puis, tu sais, je me suis déjà intéressé à la construction de ce projet-là, tu sais.
C'était en 60 et 7, 8, 9. C'était quand même assez novateur, la technique qu'ils ont utilisée pour mettre en place des caissons puis tout ça. Puis, tu sais, je me dis, crime, je pense que les gens qui ont travaillé initialement sur ce projet-là, ils étaient fiers. Puis, tu sais, là, bon, la réflexion, puis comme je te dis, je sais pas là à quel niveau, là. En tout cas, je pense qu'ils vont, ça va progresser. Puis, on peut aller voir le suivi des travaux sur le site du MTQ. Je pense que souvent, là, regarde, puis je te dis, moi, qu'est-ce que j'en pense dans un projet comme le tunnel, c'est qu'il y a probablement des choses qui ont trouvé qui n'avaient pas été prévues, puis c'est plus long, puis ça nécessite des travaux supplémentaires. Sûrement plus cher. Ben là, c'est ça. Tu arrives dans des impératifs financiers, puis là, bon, c'est des... Peut-être le prochain projet que tu vas avoir à travailler, c'est sur le métropolitain. Métropolitain, c'est un projet que ça fait longtemps qu'on entend parler qui va... Et ça va être tout qu'un projet, là. Il va falloir... D'après moi, ça va ressembler un peu à l'échangeur Turcot parce que tu vas avoir essentiellement... Il ne peut pas arrêter la circulation. La circulation va devoir être maintenue. Mais là, tu vas devoir avoir des bretelles de contournement. Tu vas avoir... je ne sais pas comment ils vont s'y prendre. Puis là, ben, je pense qu'il y avait un avant-projet avec le MTQ qui était en cours. Là, j'ai vu dans les nouvelles dernièrement. Mais ça va... Puis tu sais, sais-tu quoi? Un projet de même, si on recule dans le temps, je ne sais pas si les ingénieurs leur feraient de même une autoroute surélevée. En plein centre-ville. En plein centre-ville. Mais dans le fond, je me dis... Mais je sais pas, là, je m'avance, je sais pas en quelle année a été faite exactement. C'était la mode, peut-être, dans le temps. Ouais. Ils l'ont pas fait pour dire, OK, on le fait. C'était la mode dans le temps, puis ils pensaient bien faire. Mais à un moment donné, c'est à nous autres à l'entretenir, puis avoir des plans, des solutions, puis qu'on n'attende pas qu'il soit fini pour réagir, là. Parce qu'on le voit qu'il est magané, puis on le voit que ça s'en vient. Là. À un moment donné, ça va sortir, là, où il y a une section qui va tomber, où il y a quelque chose qui va arriver. Là. C'est sûr que ça va arriver. Là. Il va arriver, hop, à un moment donné, ils vont dire, hey, là, ça va pas bien. Parce que ça date de plusieurs années, puis on s'entend que les véhicules là-dessus, c'est chargé, c'est un après l'autre. Là. Je pense que quand on regarde l'infrastructure de Métropolitain, ça ressemble pas mal à l'infrastructure qui était en place à l'échangeur Turcot. C'est dans ces époques-là. Puis, tu sais, je pense que c'est une infrastructure qui est en fin de vie. Là, mais, comme je dis tout le temps, pour des gars de construction et des gars de logistique, ça va être un beau pour projet. Pour vous autres, ça va être le projet de... Peut-être pas d'une vie, parce que vous avez fait l'échangeur Turcot ou whatever, mais ça va être un beau projet pour quelqu'un qui est ambitieux et qui veut redonner à sa collectivité. Là, c'est le projet parfait pour vous. Là. C'est quoi dans tous les projets que tu as faits, là, OK? C'est quoi qui t'a passionné le plus et qui t'a dit, hey, ça, là, l'échangeur Turcot, tu me dis oui, mais y a-tu d'autres choses qui t'a dit, hey, moi, là, quand je rentre chez nous, là, je suis fier puis je suis content d'avoir construit ça, que ça soit dans l'Ouest canadien, que ça soit sur la Côte-Nord, partout. Tu sais, pour un petit gars de chez vous, Pont-Cartier, qu'est-ce que tu es le plus fier dans ta carrière d'avoir accompli? Je te dirais que la majorité des projets que j'ai faits, je suis très, très fier, mais il y en a deux en particulier qui ont une valeur quand même assez sentimentale dans mon cœur. J'en ai fait un, c'était pas tant un projet de construction, c'était plus un projet de transport. J'ai fait un mandat pour Transport Watson entre 2018 puis 2020. Puis Transport Watson avait un contrat fantastique avec Bombardier Transport de livrer les voitures du métro de San Francisco. Donc, c'était un projet qui avait été gagné justement par Watson. Puis, bon, ils cherchaient quelqu'un pour leur donner un coup de main dans la coordination de ces activités-là. Donc, je me souviens plus des chiffres exacts, mais c'était environ 700 voyages. Que vous avez monté à San Francisco? Partir de Plattsburgh, dans l'État de New York, livré à San Francisco. Puis, il y avait une portion aussi de transport qui était entre le Mexique puis les États-Unis. Fait qu'on avait un sous-traitant, lui, qui charriait des voitures ou des modules de train qui n'étaient pas finis entre une ville qui s'appelle Sahagún, qui est dans le coin de... peut-être au nord de Mexico City. On avait un partenaire qui charriait les trailers de Watson jusqu'à Nuevo Laredo. Ah ouais? Après ça, bon, je vais essayer de l'expliquer de façon plus claire. Fait que les chauffeurs de Watson ramassaient les voyages à Plattsburgh, OK? Les voitures finies. C'était des gros voyages, là. Fait que c'était des trailers qui étaient faits custom pour charrier ces types de voitures-là. C'était quand même des gros voyages pesants, assez hauts, puis larges. Fait que c'était de l'oversize, évidemment. Les chauffeurs partaient de Plattsburgh, livrés en Californie. Par la suite, descendaient une remorque vide
à l'arrêt d'eau Texas, repiner un autre trailer chargé, remonter à Plattsburgh, on appelait ça le triangle. Puis ça, c'était un projet, là, c'était... moi, je pensais à ça 24 heures sur 24. Puis c'était vraiment un beau projet. C'était le fun, un bon client avec Bombardier Transport. Mais c'était très costaud parce qu'on n'avait pas une grosse équipe de chauffeurs. Même quand c'était... tu sais, on avait des chauffeurs américains, évidemment. On avait des chauffeurs canadiens avec lesquels il avait été possible d'avoir des visas de travail parce que c'était... Oui, c'était du... Parce que tu peux pas faire de l'interstate comme dans l'ancien temps. Puis... c'était vraiment un beau projet, ça. J'ai adoré ça. Je suis allé moi-même au Mexique voir l'usine. On allait en Californie. Projet de 2 ans? C'est dans le fond, ça a duré quand même longtemps. Moi, j'ai fait 2 ans. J'ai fait le démarrage puis une bonne partie d'exécution. Puis pendant le COVID, le projet a continué. Fait que ce qu'Éric parlait l'autre jour, Éric Portalance, on était toute la gang au bureau. Puis t'attendais ton poulet? On attendait notre poulet béni avec des gants de Robert. Me fait tellement rire, Colin. Puis, fait que ça, je te dirais que c'est un projet que j'ai beaucoup aimé parce que ça sortait un peu de ce que j'étais habitué de faire. J'étais comme revenu côté transporteur, si on veut. Puis là, présentement, je travaille sur un projet à Bécancour, une grosse usine d'hydroxyde de lithium. OK. Puis une Nemaska Lithium qu'on fait. Puis c'était un très, très beau projet. Là, mon assignation va finir un petit peu plus tard cet été. Mais ça te met-tu ses nerfs? Faut-tu, à toutes les fois, comme là, on sait qu'il y a un ralentissement, là, ça te met-tu ses nerfs? Ben, là, hey, c'est quoi le prochain projet, là? Là, on sait tous que là, avec les États-Unis, en tout cas, on sait pas, là. Ça te met-tu ses nerfs de, hey, demain matin, j'aurai pas de job, quel projet je vais travailler, où je vais en ramasser, ça te met-tu ses nerfs? Parce que t'es papa, des enfants, une familiale. Quand j'étais plus jeune, ça me mettait ses nerfs, mais... pas là, un peu moins. Puis moi, je te disais, je suis quelqu'un qui est assez optimiste. Puis je suis convaincu que la situation actuelle qui se passe avec les États-Unis va faire en sorte que, tu sais, les Canadiens puis les Québécois, ben on va trouver une certaine résilience de dire, regarde, nous, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas le pays le plus riche au monde. On peut développer de façon intelligente nos ressources. Puis, moi, je pense qu'il va y avoir plus de gros projets dans un avenir prochain, que ce soit dans le minier, dans l'énergie, les infrastructures, ça, c'est sûr que ça va continuer. On doit mettre à jour nos infrastructures. Mais je te dirais peut-être pas tant relié aux impératifs économiques, plus relié moi-même dans ma prestation. Bon, je vais-tu être capable de... Mon prochain projet, je vais-tu être encore bon? Je vais-tu être capable de trouver des solutions? Et tu sais... opérer la logistique dans le contexte actuel, c'est pas facile parce que je te donne l'exemple du projet qu'on est en train de faire à Nemaska Lithium. Quand tu as beaucoup de transports hors normes au Québec, mais le transport hors normes, on le sait, l'obtention des permis est compliquée. On a beaucoup de paperasse à remplir. Même au niveau international, quand tu importes du cargo qui vient de l'étranger, ben là, bon, y a-tu une grève dans un port? Le canal de Suez, y est-tu bloqué? Y a-tu du chicanage? Faut que tu checkes ça juste que ça, tu vois. C'est pour éviter les délais. Puis je te dirais que la grande différence par rapport à une personne, je donnais l'exemple de Canadian Tire, quand tu exécutes la logistique dans un contexte de construction, un retard sur une livraison d'un équipement, ben ça peut occasionner... tu as des gens au chantier qui attendent pour soit assembler ou mettre en place certains équipements, surtout dans des projets d'usine. Des projets d'infrastructure, c'est un peu différent. Des projets d'usine, on arrive au chantier, puis c'est comme construire un gros puzzle géant avec plusieurs entrepreneurs généraux. Fait que c'est sûr que si tu as une cargaison d'un élément critique qui est pogné en quelque part à cause d'impératifs géopolitiques, mais là, il faut qu'on donne des réponses. Est-ce qu'il y a des manques? Est-ce qu'il y a des pénalités? Pas vraiment, non, parce que, tu sais, dans le fond, on est... quand on exécute dans ces modes opératoires-là, on travaille conjointement avec le client, puis, tu sais, c'est des équipes essentiellement qui sont intégrées, mais reste quand même que, tu sais, si je te donne un exemple, tu as un four de cuisson, là, qui est requis pour installer. Puis là, ben, ton four de cuisson, il est pogné dans un canal en quelque part parce qu'il y a du chicanage avec des puissances étrangères. Ben, c'est de regarder aussi comment toi, tu peux trouver des routes alternatives. Qu'est-ce qui s'est passé au port de Vancouver un peu plus tôt cette année? Les conteneurs qui ne déchargent pas. Ah oui. Port de Montréal aussi. Port de Montréal, tu sais, des fois, bon, il y a des grèves. Fait que, tu sais, c'est vrai. Puis depuis la COVID, je te dirais, la COVID a été vraiment le moment
où est-ce que les professionnels de logistique se sont rendus compte que la parade peut arrêter vraiment vite. Puis quand que ça arrête, c'est vraiment dur à recommencer. Puis ce qu'ils appelle la chaîne d'approvisionnement global, quand il commence à avoir des soubresauts là-dedans, bien là, ça devient compliqué. Là, le transport routier, c'est plus cher. Après ça, le transport maritime, c'est plus cher. Des fois, il y a une réorganisation. Puis tu sais, là, on le vit des fois avec les tarifs, les fameux tarifs de l'administration américaine. Qu'est-ce qui arrive? C'est que là, quand on exporte certains équipements aux États-Unis, il va y avoir des tarifs. En tout cas, on en perd un peu notre latin dans toutes les annonces. Mais ça te fait-tu peur, ça? Bien, ça me fait peur un peu parce que je me dis, tu sais, moi, dans ma conception personnelle des choses, c'est sûr que je préfère avoir, tu sais, un libre marché puis des biens qui circulent de part et d'autre de la frontière. C'est sûr, le Canada, on est un plus petit pays, fait qu'on doit, tu sais, je pense qu'on se doit de protéger, exemple, l'agriculture, le lait, ces choses-là. Mais de façon formelle, Alex, tu sais, moi, je suis plus un avocat de free market. Mais ceci étant dit, c'est sûr que là, quand on met des contre-tarifs, bien là, nous, en frais de professionnels logistiques, c'est de parler avec nos courtiers en douane. On va être affecté? On est-tu affecté? Comment ça doit doubler votre ouvrage. C'est, je te dirais, moi puis mes collègues, dans les dernières semaines, le petit tableau Excel avec les listes de codes HS de douane, puis y a-tu un tarif, y a pas de tarif, il va-tu en avoir, il n'en aura pas? Puis, tu sais, ce que je trouve... ça, c'est un petit commentaire que je te fais. Ce que je trouve un peu déplorable des fois, c'est que là, il y a toutes sortes d'annonces. Je vois la télévision en face de moi. Tu sais, souvent, les gens vont être très prompts à donner soit leur avis sur les réseaux sociaux, faire un comment. Je trouve des fois, on est moins dans l'analyse. C'est prendre, les faits, on calcule, on regarde. On dirait que les gens veulent se dépêcher à faire une annonce, à dire qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais, tu sais, dans le fond... on ne sait pas vraiment ce qui se passe. On regarde, il y a des annonces, il y a des affaires qu'on ne sait même pas si ça va se passer. Fait que, je pense que les Américains ne savent même pas ce qui va se passer. Je pense qu'ils ne le savent même pas, eux autres mêmes. Puis, tu sais, en bout de piste, un moment donné, je pense qu'il faut... Je te répète ce que je t'ai dit. Moi, je suis un éternel optimiste. Je pense qu'en frais de la race humaine, je pense qu'on s'améliore. Je pense qu'on s'améliore. Là, on est dans une petite période un peu chicaneuse. Je pense qu'il y a tellement de belles choses à faire que... L'être humain, ceux-là qui ont montré les entreprises pendant des années, des 10 ans, 20 ans, 30 ans, ils ne se laisseront pas mourir. Ils vont se battre. Tu sais, je parlais cette semaine à Martin Burroughs, qui est commanditaire podcast et commanditaire dans nos affaires. Je tiens à remercier Martin et Evelyne, ils sont vraiment gentils avec nous. Martin me disait, on va s'adapter. S'il y a des trucks, des camions à déplaquer ou à remiser pour un certain temps, on va baisser les taux en assurance, on va s'adapter. Tu sais, il y a plusieurs choses qui vont s'adapter. Là, j'ai les Caisses des Jardins qui viennent cette semaine, qui m'ont appelé, qui vont être en podcast dans la prochaine semaine. Eux autres aussi sortent des plans pour aider aussi. Je pense qu'on ne se laissera pas abattre. Ça va être peut-être une période plus difficile, mais on pense que c'est difficile, mais la semaine prochaine, je parlais avec Éric Portalard, puis il me disait quelqu'un qui fait de la 401 à Montréal-Toronto, il n'y en a pas. Bizarre, hein? Puis moi, j'écoute, puis j'écoute, puis je fais des salons d'emploi, puis j'étais impliqué ça fait longtemps dans le transport. Je fais un salon d'emploi. J'ai 38 compagnies. Ils cherchent tous des chauffeurs, là. Fait que, tu sais, dans ma tête, je me dis, pas clair. C'est dur à comprendre dans ma tête. Tout le monde a besoin, tout le monde cherche. Le taux de chômage est à 4-5 %. On a besoin de personnel. J'en garde les mécaniciens. C'est dur de trouver un mécanicien. Je pense que ça va changer bien des choses. Je pense qu'on est dans un gros virement de planète, puis avec l'intelligence artificielle qui s'en vient, ça aussi, ça va donner un coup, mais qu'elle soit implantée, ça va tout changer. Je pense qu'encore pour 5, 7, 8, 10 ans, on est dans un changement. Comme on a vécu, quand nos grands-parents ont vécu la guerre, des affaires de la mer, c'est pas des guerres où on va se tuer, mais c'est des guerres, il faut être solide puis se tenir ensemble. Puis là, on s'en va dans des changements. En plus, on a des changements climatiques. On a des changements avec l'intelligence artificielle qui s'en vient. C'est pas des années qui sont essentiellement faciles. Puis c'est pour ça, Jeff, que je prends 2 minutes pour encourager nos jeunes à se maintenir puis se tenir debout pour traverser ça. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui m'écrivent puis ils me disent « Hey, Carl, c'est pas facile. On se tient debout. C'est une passe qui est dure, mais ça va se placer. » Je pense aussi que ça peut être une période pour les gens, pour essayer de se réinventer, de trouver des façons de faire. Mais, tu sais, moi,
on a parlé un peu de mon background. Moi, j'ai une allégeance quand même importante à l'industrie du transport. Là. Je viens de là, je suis un petit gars de l'industrie du transport. Puis, tu sais, quand il y a des soubresauts de même, je pense aux gens là, qui sont dans leur camion puis qui ils font du transport avec les États-Unis, tu sais. Puis, quand on est dans une compagnie de camionnage, là, on est aux premières lignes pour voir. Tu sais, on a vraiment le pouls de l'économie. Moi, je me souviens, chez Transport Saint-Lambert, la crise économique en 2008. Ouais. Tu sais, on avait des sortants, là. Puis ça, c'est vrai, tu sais, c'est la dynamique. On est des rentrants, on est des sortants. Ah ouais, ça change. Là, c'était vraiment... On avait plus ben de sortants. Mais là, il y avait des rentrants. On envoyait des trucks vides. Puis là, moi, à l'époque, c'était avec Transforce. Fait que, tu sais... il y avait des choses qu'il fallait respecter, tu sais, puis on pouvait pas comme prendre des mauvais voyages puis tout ça. Il y avait des chauffeurs qui avaient été coupés. Puis tu sais, on avait trouvé des solutions à l'interne pour être un peu plus agile. On avait été voir des niches qu'on faisait pas avant, en plus de faire du Canada. Fait que moi, je pense il faut garder la tête haute, il faut rester fort. Puis tu parlais d'intelligence artificielle. Ouais. Moi, j'ai... Travailles-tu avec ça? Oui, moi, j'aime bien les modèles comme ChatGPT. En entreprise, il y a aussi des modèles comme Copilot. Puis, tu sais, souvent, les gens vont avoir peut-être peur un peu de ces outils-là parce que, bon, ça va-tu remplacer des gens? Moi, je pense que ça va nous aider à être meilleurs dans ce qu'on fait. Plus rapide? Plus rapide. Être capable de faire des analyses quand même très poussées dans un court laps de temps. Puis, tu sais, de prendre nos énergies en tant qu'être humain pour focusser sur les décisions, sur les choses importantes. Puis l'intelligence artificielle va nous aider à naviguer là-dedans. Moi, je suis un avocat quand même de l'intelligence artificielle. Ouais. Tu sais, c'est une passion depuis 2-3 ans. Tu sais, j'aime bien ça, travailler avec ça. Puis dans notre prestation de service en logistique de la construction, c'est quelque chose dans le futur qui va nous aider justement pour... quand on a un gros volume de données à traiter, tu mets ça là-dedans. On va être capable d'analyser ça. C'est sûr qu'il y a... Mais il y a certains jobs, emplois, qui vont s'éliminer. Pas prêt à dire ça? Je sais pas. Tu sais, le gars qui fait l'analyse de ces chiffres-là, là. Hey, tu lui demandes des tableaux croisés, tu lui demandes n'importe quoi, là. C'est là. Prends pas 3 jours, là. Ben oui, mais je te dirais que cette personne-là, tu sais, va devoir peut-être modifier un peu la façon qu'il opère. Mais je demeure convaincu que le chef d'orchestre va être l'être humain. Là. Fait que, est-ce que ton tableau croisé dynamique, tu vas le faire juste en écrivant un prompt à ton intelligence artificielle, peut-être? Mais je ne suis pas de ceux qui pensent qu'à un moment donné, ça va se piloter tout seul. Parce que, tu sais, dans le fond, l'intelligence artificielle, quand tu penses à ça... Elle va comprendre un peu. Puis là, bon, on ne rentre pas dans le deep learning, dans ces affaires-là, mais si on reste avec les modèles comme ChatGPT, par exemple, ils ont accès au savoir de l'être humain. Effectivement. Toi, tu peux mettre ton propre savoir, puis tu peux mettre, tu peux trigger ça de la façon que tu veux, mais en frais de système, ils n'ont aucune connaissance un peu du monde qui nous entoure. Fait que, tu sais, mettons, je prends mon téléphone, je le mets sur le bord ici, il est sur le bord de tomber, je l'avance un... L'intelligence artificielle, elle n'a pas cette... Un chat et un chien a une meilleure conception du monde. Fait que, tu sais, c'est de... Puis on voit que, tu sais, c'est un engouement, mais c'est pas tout le monde qui embarque dans cette bandwagon-là. Peut-être que le monde l'ont pas encore découvert. Les gens trouvent ça mystérieux. Tu demandes quelque chose. Hey, c'est hot, là. Moi, j'ai beaucoup de gens, des fois, j'ai fait des formations un peu à l'interne où je travaille. Puis les gens, c'est-tu valide l'information? Tu sais, faut que tu regardes un peu le output. Mais je vais te dire quelque chose. Quand tu es bon dans tes demandes, dans ce qu'on appelle il est pas mal ça coche, hein? Tu peux avoir des résultats intéressants. Surtout, tu sais, je prends ChatGPT, là, tu as diverses versions. Tu as la version à 20$ par mois. Moi, j'en ai, moi aussi. Tu as la version à 200$ par mois. Là, ça commence, tu commences à être dans le gros calibre. Mais tu sais, encore une fois, c'est toujours d'y aller. Moi, je vais donner un exemple. Moi, je travaille avec ça un peu pour le transport, pour mes affaires. Si demain matin, tu me vois passer avec des postings sur, mettons, la neurochirurgie puis ces affaires-là, tu vas dire, bon, Jean-François, qu'est-ce qui se passe là avec toi? Fait que tu sais, je pense que si tu utilises ça pour devenir meilleur, plus rapide dans ton champ d'expertise, puis tu sais, ça remplace peut-être... exemple, des heures et des heures de recherche, mais à la fin de la journée, l'idée principale vient de ta tête. Elle vient de ta tête. Ouais. Non, c'est vraiment intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. Puis, tu es la première personne qu'on a en podcast qui nous emmène avec
cette philosophie-là, c'est la première qui nous emmène avec l'intelligence artificielle qui travaille avec plus régulièrement. Là. C'est le fun d'avoir ton point de vue là-dessus. Comment je te dirais ça? On a parlé un peu des taux, on a parlé un petit peu du... Est-ce que tu as des clients américains présentement, toi? Dans la firme pour laquelle je travaille, on a des clients américains, oui, qui ont des projets qui sont exécutés aux États-Unis. On a des partenaires aussi américains. Puis, tu sais, hier, je suis allé manger justement avec un partenaire américain. Puis, qu'est-ce que je trouve drôle, c'est que, tu sais, moi, j'ai toujours adoré les États-Unis. On va souvent en vacances. Puis, tu sais, on peut pas faire abstraction que les États-Unis, tu sais, d'Amérique, je veux dire, c'est la plus grosse puissance mondiale. Puis, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ils ont une très grande influence sur nous autres. Fait que, tu sais, moi, je déplore beaucoup cette guerre tarifaire-là, mais je suis conscient qu'il y a des gens qui sont de l'autre bord de la frontière qui, tu sais, ça rend les... Hier, je sentais qu'il y avait une petite affaire bizarre quand je l'ai rencontré. Ben, pas une petite affaire, mais là, tu sais, c'est sûr que... Petite affaire bizarre, qu'est-ce que tu veux dire, une petite affaire bizarre? Tous les Américains que j'ai rencontrés dans les dernières semaines... Sont-tu déçus? Je pense qu'ils sont pas déçus, mais... Puis là, ben c'est ça. Sont-tu gênés? Ben, ils sont un peu, je pense... Ils sont pas gênés, mais ils sont peut-être désolés de la situation. C'est ce que je... T'es pas le premier qui me dit ça, là. Que ce soit des gens... Parce que là, tu sais, t'as des gens qui vont être d'allégeance, mettons, républicaine, d'allégeance démocrate. Mais nonobstant ça, je pense que t'as des gens aussi qui peuvent avoir toutes sortes d'allégeances, mais... Il y a une réalité à quelque part. Il y a une réalité de dire, tu sais, les tarifs, malgré mon allégeance politique, peu importe, c'est pas tant une bonne idée. Là. Tout le monde, je pense que c'est un consensus unanime. Puis qu'est-ce qui est drôle, c'est que, tu sais, moi, puis j'en parlais au monsieur hier, tu sais, les républicains, c'est un parti plus de droite. Fait que c'est ça qui me surprend un peu. Les partis de droite, d'habitude, vont moins aller dans ces affaires-là de tarifs. Ça va être plus les partis de gauche, historiquement. Là. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça qui a surpris tout le monde. Puis, ben non, mais on continue de jaser avec eux autres, mais c'est sûr qu'il y a comme une petite crotte sur le cœur parce que, tu sais, je pense que tous les Canadiens se sont comme sentis, même moi, là, je suis pas le genre à paniquer de même. Puis là, quand il y a eu au début mars, là, les histoires de tarifs, puis, ouais, on tabarnache, c'est quoi qui se passe là. Puis, tu sais pas c'est quoi l'impact, là, 20 10 15 Qu'est-ce qui arrive, Jean-François? Nos médias amplifient des fois. Ouais. Font peur aux gens. Ben oui, ils font peur. Tu sais, c'est des codes d'écoute. Puis des codes d'écoute, c'est quoi? C'est de l'argent. Si tu écoutes ça, puis j'en regarde les personnes qui sont plus âgées, qui n'écoutent pas des podcasts, sont pas alertes dans l'information, d'autres choses, d'autres moyens de nouvelles, puis écoutent ça là, tous les jours, ils font « Hey boy, on mal, là. On va pas bien, là. » Tu sais, puis ils nous nourrissent de ça. Ils nous nourrissent, puis ils montrent la peur, la crainte. Puis là, à un moment donné, tu fais... Même la personne... Tu sais, puis moi, absolument, je suis pas une personne qui est... C'est pas une personne qui est anxieuse, mais à force de l'écouter puis de le faire tic, 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 à un moment donné, là, à un moment donné... Ça peut comprends, ça devient fatigant. Ouais. Ça l'empêche... Tu sais, les idées de créativité, pour un entrepreneur, ça va le gosser. Parce qu'il est toujours à entendre ça. Fait que là, t'entends ça, tu fais... Tabarnache, cigare. C'est fatigant, là. On va se passer au travers. On va se passer au travers. C'est la fin du monde. Qu'est-ce qui se passe? On va se donner à manger aux enfants demain matin. Là, tu rentres à la maison. Ma blonde a des ados de 17-18 ans. Ils sont au courant. Là. Je te jure qu'ils rentrent à la maison. Puis qu'est-ce qu'ils font? Ils checkent les nouvelles. Ah, quand c'est passé quoi aujourd'hui? Tes élections, ils sont au courant. Là. Même eux autres aussi, ça leur met une inquiétude. Fait que, tu sais, ça a rendu tout le monde inquiet. Puis à un moment donné, je te le dis, si on diminuerait nos informations, quelque chose, tu sais, ça serait moins là-dessus tout le temps. Je pense que ça irait un peu mieux, mais on est dans un monde de même. Tu sais, souvent... Ça, c'est mon opinion, là, mon opinion personnelle. L'angle aussi que c'est apporté... Je vais donner un exemple. Moi, j'avais des amis qui étaient bien nerveux avec ça. Puis, tu sais, à un moment donné, j'ai dit, tu sais, les tarifs que les États-Unis imposent vont essentiellement, pour l'instant, être payés par les Américains. Effectivement. Les gens, ils ne le savaient pas tout le temps. Fait que, tu sais, mettons, toi, tu importes de l'aluminium. L'importateur de l'aluminium, bien, lui, va payer le tarif. Est-ce qu'il va y avoir des négociations entre eux autres puis l'exportateur canadien? Sûrement. C'est sûr. Puis là, ben après ça, là, nous, c'est qu'est-ce qui va affecter? C'est quand il y a des contre-tarifs. Mais comme je disais tout à l'heure, moi, je préfère, tu sais, me faire une tête, analyser un peu, analyser les choses, me faire un plan de match. Tu sais, puis je pense que la panique, souvent, est peut-être pas toujours bonne conseillère dans des événements de même. Puis, ben, tu sais,
on en parlait tout à l'heure ensemble, on est rendu dans un paradigme où ce que les gens vont... Tu sais, il arrive de quoi? Donne ton opinion. Il arrive de quoi? Fais un commentaire sur les réseaux sociaux. Moi, je suis plus de ceux qui aiment ça, prendre le temps pour analyser une situation, me faire un bon plan de match. Regarder ça. Puis, tu sais, je reviens à nos amis dans l'industrie du transport routier. Je pense qu'il va y avoir des belles opportunités à saisir pour ceux qui vont penser, on dit en anglais « think outside the box », c'est penser en dehors des choses préétablies. Puis moi, c'est vraiment ça que je... Puis est-ce qu'il va y avoir une résolution? Je pense qu'il va certainement avoir une résolution. Notre fameuse élection fédérale va éventuellement se concrétiser. Elle va amener aussi peut-être calmer les choses aussi, là. Bien, je pense que c'est ça. Le fait d'avoir un parlement qui va siéger, c'est sûr. Mais je reviens à ce qu'on disait. Moi, je suis très attaché aux États-Unis, puis ça m'a fait de la peine de voir... tu te sens comme un peu... je sais pas, tu te sens comme... Mais ça, faut que tu dises, c'est... Tu sais, je reviens sur Martin Burroughs, puis sa fille parlait cette semaine avec un Américain comme toi. Puis le monsieur qui parlait avec la fille à Martin, elle disait « On s'excuse, c'est pas notre volonté. » Il dit ça, hein? C'est pas notre volonté. Puis j'écoutais cette semaine les podcasts, puis j'écoutais plein de choses, puis le monde s'excuse, puis s'excuse. Mais c'est ça. Même les gens qui sont... Parce que, tu sais, on le disait, il y a beaucoup de gens qui sont pro-Trump, même eux disent... T'es allé loin un peu, là. Ouais, tu sais, je sais pas... mais... Sais-tu quoi? Je te répète ce que je te dis. Moi, je suis un éternel positif. On va sortir de ça. Puis le Canada, tu sais, le Canada, je pense qu'on a tout ici pour être, comme disait Jean Chrétien, le plus meilleur pays au monde. Puis il faut croire en nos richesses. Puis je vais te dire que je fais des podcasts, ça fait 1 an et demi. Puis les gens que je reçois dans mon podcast, là, il y a des gens allumés au Québec, là. Je vais te dire qu'en transport, là, moi, j'apprends à vous découvrir. J'apprends à découvrir toi aujourd'hui. J'apprends à découvrir la semaine passée d'autres gens, d'autres personnes qui est relié au transport. Puis je vais te dire qu'au Québec, il y a des wise. Il y a des grosses têtes. Pas grosses têtes, là, enflées. Têtes intelligentes, qui ont une vision, qui ont un avenir. C'est pas tous des fous qu'on est ici, là. Non, là. On parlait d'Éric tout à l'heure. Éric, moi, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, tu sais. Écoute pas ça, ça va t'enfler, là, Éric. Oui, exactement. Une belle vision de la logistique. Il nous aide beaucoup dans le domaine de la logistique de la construction. Fait que, tu sais, ça va être une belle opportunité pour les entrepreneurs. Puis, des fois, dans des moments plus difficiles, on trouve la résilience pour se relever puis être meilleur, là. Ah oui, c'est sûr qu'on va passer à travers, mais il faut rester unis plus fort. Yes. Un autre sujet que tu voulais, là, un petit peu, là, y a-tu un sujet exactement? Y a-tu un message que tu voulais passer? Y a-tu quelque chose, là? Tu sais, t'as écouté le podcast avec Éric Portalance, avec Porto. Puis là, tu disais, y a-tu des choses que j'oublie, qu'à quelque part, tu voudrais me parler pour me dire, Carl, c'est un sujet. Cette nuit, là, t'as-tu dit, hey, je me suis réveillé, hey, là, il faut que je parle à Carl, il faut que je dise ça, demain matin. Y a-tu quelque chose, là? Bien, moi, je te dirais un sujet qui me tient très, très à cœur dans l'industrie de la construction puis dans l'industrie du camionnage, c'est la santé-sécurité. Ah, OK. Oui, moi, je suis quelqu'un là, qui est très pro-santé-sécurité. Puis dans certains mandats, tu sais, j'étais responsable de tout ce qui était loi sur les propriétaires exploitants de véhicules lourds, les rondes de conduite, les rondes d'inspection, les heures de conduite. Puis, tu sais, on parlait du chantier d'échangeur de secours, le chantier du REM, on avait nos propres camionneurs. Puis c'est moi qui s'occupais d'appliquer ça avec... c'était au début, là, tu sais, à l'échangeur de secours avec les tablettes pour faire les logbooks. Puis moi, le message que je passe, là, c'est, tu sais, il ne faut pas hésiter des fois à parler de santé-sécurité. Puis essentiellement, on veut que les travailleurs reviennent chez eux à chaque jour en vie. Puis, tu sais, opérer un camion, un véhicule lourd, là, tu sais, c'est pas une chose à prendre à la légère, que ce soit sur des chantiers, que ce soit de la vanne sur la 401. Fait que, tu sais, moi, le message que je passe tout le temps, puis on fait beaucoup chez Hatch, on est très pro-santé-sécurité. Chacune de nos réunions commence par un partage santé-sécurité. OK. Oui. Puis, moi, en transport, tu sais, je dis aux chauffeurs, les manœuvres de recul, les gars, on fait super attention. Sans signaleur, on recule pas. Les heures de conduite, il n'y a rien de plus fondamental que ça, tu sais. T'es fatigué, mais tu peux pas conduire. Tu dois respecter la réglementation. Effectivement. Tout ce qui est inspection, tu sais, tu veux pas t'en aller avec un véhicule qui est non fonctionnel. Fait que, tu sais, moi, j'ai prêché beaucoup dans ma carrière sur sécurité. Tu
sais, on peut pas passer à côté de ça. Puis je le sais des fois que, bon, il y a des gens qui prennent ça moins à cœur. Mais sais-tu quoi? Moi, j'ai été capable de gagner la confiance de certains de mes travailleurs au fil des années, de dire, regarde, tu vas être content de retourner chez vous à soir, tu fais ton travail, on le fait de la bonne façon, en prenant conscience des risques puis en mettant des mesures de mitigation. Puis ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Puis, je veux dire, sur les grands chantiers, bon, tu sais un peu comment ça marche. Non, les analyses de risques. Puis, c'est correct, c'est correct. Il faut parce que, tu sais, on veut pas... on veut que les gens retournent chez eux en vie auprès de leur famille. On a tous des familles. Ouais. Je vais poser la même question que j'ai posée moi, j'ai demandé à mon chum Porto, à notre chum. T'es ministre du Transport le matin. Qu'est-ce que tu fais? Ben moi, ma réponse va peut-être te surprendre un peu, mais certainement que... Qu'est-ce que tu changes? J'organiserais un espèce de meeting extraordinaire avec les compagnies de transport hors normes pour, une fois pour toutes, regarder le règlement sur le permis de transport hors normes qui date de 1993. Ils m'en ont tous parlé. Je regarderais ça, tu sais, puis je veux dire, pas... les gens qui sont au MTQ, tu sais, sont super compétents, ils font du bon travail, le service en ligne, ça travaille bien, mais je pense que, bon, il faudrait peut-être inclure les nouvelles configurations de remorques, les multilignes, on n'avait pas ça avant, toutes les configurations qui sont non prévues au règlement. Tu sais, puis je dirais, bon, dans la dynamique actuelle du marché, bon, premièrement, on ne veut pas défoncer les routes, ça, tout le monde est... Mais est-ce qu'on peut voir pour avoir peut-être une bonification, tu sais, ou une simplification de la réglementation. Puis en gardant les mêmes paramètres, si on veut, mais peut-être dire, bon, avoir des corridors spécifiques pour du gros transport. Puis même, je te dirais, en frais de ministre, ce que je ferais, c'est que j'aurais probablement aussi des discussions avec mes homologues canadiens pour arrimer la réglementation. Tu sais, toutes les provinces canadiennes ont essentiellement c'est des réglementations qui se ressemblent, mais... Bon, il y a des différences. Les poids paresseux, les bitrains, pas le droit. Comment tu veux fonctionner quand c'est pas égal? Puis après ça, aux États-Unis, là, je vais donner un exemple. Là, on a des gros voyages qui sont partis du Texas, qui sont montés jusqu'à Bécancour. Là. C'est un permis par État, une réglementation par État. Après ça, bon, telle place ne peut pas faire ça. T'as-tu commandé une escorte, une place? Il n'y a pas d'escorte à l'autre place. Fait que je pense qu'il pourrait avoir une certaine uniformité dans la réglementation. Puis tu sais, c'est pas... Je pense pas que c'est des affaires qui sont bien compliquées à faire. Là. Mais là, je suis pas sûr qu'ils sont là. Je pense qu'ils sont pas là encore. Puis, tu sais, moi, j'aimerais ça, en tout cas, tout le monde pour le Québec, avoir peut-être un peu plus de... Tu sais, de mettre plus ça au goût du jour, tu sais. Bon, on est en 2025. C'est à un moment donné, on parle de 1980, les années 1980, ça fait 40 ans, là. À un moment donné, commande, là. Tu sais, il n'y a pas une entreprise québécoise qui a encore la même méthode qu'en 1980. Bien, c'est ça, tu sais. Puis c'est d'inclure les nouvelles façons de faire. Puis, tu sais, mets-toi dans la peau des gens qui approuvent les permis au MTQ. Tu sais, c'est vintage. Fait que là, tu as souvent des décisions tu sais, qui peuvent être oui ou non, dépendamment du... Fait que non, ça serait juste de mettre ça. Puis je sais que les gars de Bellemare me disent que, bon, apparemment qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus. Mais je pense qu'en 2025, on ira. Puis c'est pas des affaires qui coûtent bien cher, c'est plus au niveau encadrement législatif. Bien, qui s'assied avec des gars comme toi, comme chez Bellemare, Mondor, des personnes, moi je dis des personnes qui travaillent là-dedans tous les jours, puis disent hey, qu'est-ce qui fait l'affaire, qu'est-ce qui fait pas l'affaire. Tu pars de là, après ça, tu t'en vas à table, tu t'analyses, puis après ça, tu reviens au bout de 4-5 mois. OK, on est là, es-tu d'accord? Êtes-vous d'accord avec ça? Faut que tu écoutes tes gens. Ben oui, puis... S'ils sont là, puis d'après moi, là, c'est vous autres qui connaissez ça, là. Puis quand tu exécutes des grands projets, surtout dans l'industriel, ben même dans les infrastructures aussi, au début du projet, l'équipe logistique va déterminer c'est quoi ton enveloppe de transport maximale. Fait que, tu sais, je vais donner un exemple. Si tu as un projet à Sept-Îles, exemple, oui, bon, là, tu vas avoir une certaine tu vas avoir des livraisons par bateau, mais par la route, il faut que tu détermines. Moi, mon plus gros module, mettons, c'est, exemple, c'est 50-60 pieds de long par 12-13 pieds de large par 13 et 6 de haut, tel poids. Fait qu'à chaque projet, tu dois donner une enveloppe à ton ingénierie pour qu'il puisse créer, bon... Ouais,
au Québec, des fois, c'est dur à déterminer parce que tu sais pas tant si, dans 1 an, quand on va faire le projet, est-ce qu'il va y avoir une route qui va devoir être remplacée ou des ponceaux ou des calvettes à changer. Fait que je pense d'avoir un guide là, plus uniforme. Moi, je suis convaincu qu'il va y avoir quelque chose bientôt. Là, Il faut. Ouais. Il faut. Parce que je sais qu'ils nous écoutent. Parce qu'ils écrivent à Francis. Fait que je sais qu'ils écoutent. C'est pas parce qu'ils écoutent pas, mais à un moment donné, je pense que la machine gouvernementale fonctionnaire est un peu grosse, puis le priorité n'est pas là pour l'instant. Puis c'est sûr qu'ils ont plusieurs choix, plusieurs, comment dire l'expression, chats à fouetter, mais à un moment donné, il faut que ça avance là-dedans. Oui. Hey, mon beau Jean-François, ça fait déjà 1 heure que... 1 heure... Qui dans ta carrière, OK? On va finir avec ça. Qui dans ta carrière, moi j'en ai eu, qui t'a motivé à être là? Y a-t-il une personne qu'aujourd'hui tu dis, hey, moi aujourd'hui, si je suis là, c'est par rapport à lui, puis il a été mon mentor au courant de ces années, puis c'est lui qui m'a donné ma chance de me partir puis d'être là aujourd'hui? Bien, j'en ai 2, en fait. J'en ai un, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de lui, c'est un monsieur qui s'appelle Michael Chobin. Non. Michael, lui, c'est un des premiers qui a fait ce que nous autres on fait, là, les gens qui sont dans l'industrie de la logistique sur des projets de construction. C'est un des premiers qui a fait ça. Il a été longtemps chez SNC-Lavalin. Quand j'étais à l'Institut maritime du Québec, c'était un de nos professeurs qui venait... c'est pas un professeur, excuse-moi, c'est un gars qui venait faire des conférences. C'est le premier qui me parlait de ça, là, tu sais, des gros voyages, puis de livrer sur des chantiers. Puis c'est un monsieur, tu sais, qui a eu un impact important au Québec, puis même au Canada, sur notre profession. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup aussi enseigné, là, sur... tu sais, là, on regarde notre cam, Jean-François, on va analyser ça. Moi, des fois, l'ancien Jean-François... T'avais quel âge quand tu l'as côtoyé? Je l'ai côtoyé un peu quand j'allais à l'école. Je l'ai côtoyé en début de carrière, puis on s'est côtoyé récemment aussi. C'est quelqu'un qu'on s'appelait une fois de temps en temps, tu sais, puis c'est un monsieur qui a une vaste expérience, là. Puis je pense que ça serait quelqu'un qui serait peut-être intéressant pour toi à recevoir ici un jour, là. Il y a des histoires, il a fait des projets en Afrique, puis en Amérique latine, puis il a voyagé partout dans le monde. Fait que lui, c'est sûr que, tu sais, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé. Puis j'ai un de mes amis, Patrick Gagnon, lui, c'est sûr que c'est lui qui m'avait engagé à l'époque chez Hatch, quand j'étais parti de chez Transport Saint-Lambert. Fait que, tu sais, c'est lui qui m'a donné ma première chance de montrer aux gens dans l'industrie du génie conseil puis de la construction ce que j'étais capable de faire. Fait que j'ai fait tout le temps de blague. J'ai dit, tu sais, ma belle maison à bel oeil, c'est à cause de toi, ça. Ouais. Je pense que puis ce qui est important là-dedans, tu sais jamais qui tu vas rencontrer qui va t'emmener plus loin. Hein. Exactement. À quelque part, on a tout un mentor qui nous a emmenés, qui nous a encouragés à faire ce métier-là, puis il nous a donné. C'est pour ça que les jeunes qui cherchent, là, parce que, tu sais, il est rendu à 17, 18, 20 ans, 22 ans, là. Il n'y en a pas bien qui ne cherchent pas, là. Découragez-vous pas, là. Puis il y a quelqu'un qui va arriver sur votre chemin à un moment donné qui va vous donner la chance de vous accomplir dans qu'est-ce que vous aimez, votre passion, et qui va faire de vous un adulte, puis qui va traverser la vie. Il ne faut pas vous décourager. On le sait que c'est dur. Puis, tu sais, dans le podcast a été créé, On the Road a été créé pour la relève, Jean-François. Fait que moi, je me suis toujours dit, ma passion sur cette terre, c'est de créer une relève parce que, quelque part, si elle n'est pas valorisée, il n'aura pas. Puis il y a des années qu'elle n'a pas été valorisée le domaine du transport. Des années. Fait que moi et Francis, on est arrivé, on a dit, on va valoriser ça pour montrer, comme toi, tu es le modèle idéal. Tu as commencé là, tu es un gars de Port-Cartier qui a travaillé à Rimouski, puis là, qui est rendu, qui gère des chantiers, des énormes chantiers. Ça veut dire que dans la vie, il faut jamais lâcher. Il faut toujours tenir. Puis, tu sais, il y a des personnes qui vont arriver sur notre chemin, les personnes, les gars, les filles qui nous écoutent. Puis ils vont nous emmener plus loin. Il s'agit d'embarquer avec eux autres, puis les autres, ils vont nous pousser. Fait que dites jamais, la vie est dure. Oui, elle est dure, mais ça va nous propulser à un moment donné. Fait que lâchez pas. À tous nos jeunes, là, je sais que c'est pas facile, cet incite-là. Puis, tu sais, moi, je dirais aux jeunes, ayez pas peur de poser des questions, ayez pas peur de faire des erreurs. On va en faire. Ayez pas peur d'écouter ce que les plus vieux vous disent. Ouais. Moi, j'avais cette petite attitude-là, des fois, je pensais que je connaissais tout. Puis à un moment donné... tu t'es fait assez? Un de mes collègues, justement, chez Transport Saint-Lambert, Éric Bador, m'a dit, là, Jean-François, là, assis-toi, on va t'expliquer comment ça marche. Puis, on va t'expliquer la vie, gros. Là. Il faut écouter ce que les autres nous disent. Puis, tu sais, moi, j'ai changé beaucoup mon fusil d'épaule par rapport à ça. J'aime bien m'améliorer en écoutant ce que les meilleurs font. Je pense que c'est... Les jeunes, là, il y a plein d'opportunités. Puis,
pas oublier qu'être répartiteur d'une compagnie de transport... Quand tu étais répartiteur d'une compagnie de transport, là, il n'y a rien qui va pouvoir... Qui va te staller, comme on dit. Qui va te staller. Tu sais, mais t'es assis chez vous le soir, hey, Jean-François, je suis pogné aux douanes. Ou, hey, ils veulent pas changer le voyage. Ou, le voyage est pas... Tu sais, c'est action-réaction. Même moi, je te dirais, dans ma vie personnelle, là, j'ai encore ces réflexes-là de répartiteur. Il se passe, je vais te donner un exemple, là, mon chauffe-eau coule. Moi, je peux pas tolérer ça 2 minutes. Là. À minuit, je sors les outils, puis... Ah, mais je suis pareil comme ça. Tu peux pas... Moi, là, tu sais, les invités pour le podcast, puis tout, toujours un plan B dans ma tête, là, B, C, D, là. Ah non, et moi, là, j'ai été mind and mind dans le transport. A rentre pas, faut être B, là. Exactement. B, pense à B tout de suite, là. T'as trouvé A, mais pense à B, là. Puis des fois C, puis des fois D, là. C'est pas trop loin. Puis, c'est pas trop loin. Je dis aux jeunes, là, si vous êtes dans l'industrie de la logistique... puis vous avez pas... Puis là, je parle pas nécessairement des camionneurs, je parle plus des gens qui sont au niveau administration. Vous savez pas vraiment dans quel... tu sais, répartiteur, là, c'est la plus belle école au monde. Effectivement. Tu apprends beaucoup. On parlait de l'intelligence artificielle. Dans quelques années, on va avoir des outils qui vont nous aider à être plus performants. Mais un bon vieux répartiteur, là, tu sais, je veux dire, t'as bien beau mettre l'intelligence artificielle où il a tout dans sa tête. Il n'est pas juste répartiteur. C'est un psychologue. Ouais. Les chauffeurs de camions, tu sais, sont dans leur camion plusieurs 14-15 heures par jour, des fois, ils passent une semaine là. Quand ils arrivent, là, ça a mal été. Là. Faut que tu fasses de la psychologie. Là. Ouais, c'est sûr. Puis là, madame, elle l'appelle, puis là, t'es pas arrivé, qu'est-ce que tu fais? Là, il arrive, là, il est crinqué à bloc. Là. T'es mieux de pas trop le gosser parce que ça va éclater. Là. Puis toi, t'es là, hein? Un petit dernier jersey. Un petit jersey, s'il te plaît. Hey. Mais c'est ça. Mais ça reste un peu au métier parce que puis les gens qui commencent comme camionneurs, vous n'êtes pas obligé de rester camionneur toute votre vie. La possibilité de développement au niveau du transport est énorme. Ben oui. Fait que prenez votre chance, puis la vie va faire, en fait, que ça va faire une place. Ça va vous faire une place. J'ai beaucoup de collègues, moi, que c'est des anciens camionneurs. Je pense à Frédéric Gauthier chez Transport Watson, qui était un très, très bon camionneur. À cette heure, il est rendu directeur technique. J'ai d'autres amis aussi qui ont été... Quand tu as été camionneur, je fais le parallèle avec ce qu'on vient de dire sur la répartition, quand tu étais camionneur, là, ça prend quelque chose d'assez majeur pour te mettre ses nerfs. Là, quand tu arrives chez des clients un peu partout. Fait que, tu sais, non, moi, je te réitère ce que je t'ai dit. Moi, je suis un strong believer de l'industrie du camionnage puis des camionneurs. Puis, tu sais, on a une belle industrie au Québec. On a des gens compétents. Tu sais, les chauffeurs de truck québécois, là, ils vont un peu partout aux States, tu sais, puis ils sont débrouillards. Des fois, ils parlent pas toujours bien en anglais. Ils se font bien comprendre. Moi, il n'y a rien de plus que il n'y a rien qui me rend plus fier que quand je roule aux États-Unis, puis je vois, exemple, une compagnie de transport québécoise, là, puis... Là, ils montent, ils s'en vont, oui. Tu verrais, le dimanche matin, là, tu s'en vas au coin de la 30 puis de la 20, là. Ils décollent tout. Ils décollent tout, là. T'es où le dimanche matin, là, chargé, là, puis là, ils partent. Puis le dimanche matin, là, il y en a qui ont parti du Bas-Saint-Laurent à Gaspésie, puis ils étaient rentrés, il est 10 heures. Ils ont parti le dimanche matin, il était 6 heures, là. Mais oui. 5 heures le matin. Hey, c'est des gars qui aiment le métier, là. C'est des vrais passionnés. Là. Pour ceux-là qui nous écoutent du Bas-Saint-Laurent à Gaspésie, là, je vais vous dire merci. Parce que là, ils livrent le lundi matin. Là. Mais pour livrer le lundi matin, là, tu peux pas partir le dimanche soir à 10 h. Là. Faut qu'ils partent le dimanche matin. Là. Fait que, tu sais, là, merci les gars, merci les filles d'aller livrer puis monter ça à l'autre bout parce que pas facile de partir le dimanche matin quand tu sais que ta blonde est en congé puis les enfants vont jouer dans la piscine toute la journée. Là. C'est pas facile. C'est des gros travailleurs, puis tu sais... c'est des vaillants. On doit payer notre respect à ces gens-là à tous les jours. Puis sur les chantiers de construction, moi, je suis le premier des fois, là, quand quelqu'un m'arrive, « Hey, t'as le chauffeur! » Non, arrêtez 2 minutes, là. Lui, il est ici avec le voyage, là, puis gars, il a oublié son dossard. On va lui dire poliment de le mettre, là. Mais on commence pas à crier... Puis moi, tu sais, dans tous les jobs que j'ai eus, là, je veux pas de criage après les chauffeurs... sont importants, les chauffeurs de camions. Puis, tu sais, dans mon industrie, là, si le chauffeur n'est pas là pour livrer les voyages, il n'a pas d'usine, il n'y a pas d'échangeur, il n'y a pas rien, là, tu sais. S'il n'est pas là, à soir, on soupe pas. On soupe pas. Fait que, tu sais, pendant la COVID, ça avait illustré un peu, là, quand il y avait eu les camionneurs qui avaient continué à travailler. J'en parlais tout à l'heure chez Watson. Nos gars avaient continué. Fait que, non, très important, gros respect. C'est une grosse industrie, puis il y a beaucoup d'argent là-dedans. C'est une grosse industrie au Québec, puis on parle de pneus, on a eu des personnes qui sont venues les pneus, les pièces, les mécaniciens, tout ce qui est autour de l'industrie du transport, là, c'est des milliards et des milliards. Mon Jeff, Jean-François, fait 1h10. Ouais.
Ça a-tu bien été? Ça a bien été, yes. C'est pas compliqué, hein? Non, ouais, c'est... Pas de stress, on fait ça. J'étais stressé, je pensais que j'allais avoir de la misère. Mais Ben non, pas de stress. On fait ça pour s'amuser, cool. Ça a bien décollé. Tu m'as parlé de ta carrière d'une perfection incroyable. Bravo pour ce que tu as fait, puis qu'est-ce que tu fais pour l'industrie. Un passionné de même. Wow, chapeau, on est vraiment fiers d'avoir des petits gars qui ont parti du fond de la Côte-Nord, qui ont traversé la Rimouski avec le Camille Marcoux, qui sont tombés, qui ont eu une carrière, qui ont des belles familles, qui ont toutes. Félicitations, Jean-François. Ben, merci, là. Puis lâche pas, puis s'il y a quelque chose, puis on peut t'aider dans n'importe quoi, un message à faire passer, il y a quelque chose, écris-moi. Là, on se connaît très bien sur Facebook. Fait que tu m'envoies des messages, puis félicitations à ta conjointe, ta famille. Fait que lâche pas, puis les sacrifices qu'ils doivent faire quand toi, t'es à l'extérieur. On le sait tous qu'à un moment donné, il y a des sacrifices à faire pour la femme, les enfants, papa n'est pas là, il y a ci, il y a ça, on le sait, mais chance qu'on a des blondes en arrière de nous qui nous appuient dans nos... c'est pas toujours facile, facile. Mais tu sais, à quelque part, ils sont là, puis on essaie de garder le cap, puis merci mon Jeff, ça a été un plaisir. Merci beaucoup à toi, là. Merci, félicitations, hein, lâche pas. Merci.